Le Chash. Chapitre 12. Race tint conférence avec ses lieutenants, enfiévrés par la victoire. Nous avons triomphé aujourd'hui parce qu'ils ne nous avaient pas pris au sérieux. Mais ils peuvent encore lancer contre nous une offensive écrasante. À mon avis, ils vont cette nuit même mettre sur pied une puissante force de frappe avec tous leurs glisseurs, toutes leurs unités. Et demain, ils viendront nous donner une leçon. Cela vous paraît-il logique ? Personne ne le contredit. Puisque l'affrontement est inéluctable, mieux vaut prendre l'initiative et essayer de préparer quelques surprises à l'intention des Chash. Ils ont une piètre opinion des hommes, et nous serons sans doute capables de leur infliger une correction. Pour cela, il faut placer notre puissance de feu limitée là où elle est susceptible de causer le plus de dégâts. Brintégo le gris frissonna, et se prit la tête entre les mains. Ils ont une armée de 1000 hommes sas, et plus encore. Ils ont des glisseurs du ciel et des armes à énergie, alors que nous ne disposons que d'hommes dont la plupart n'ont que des catapultes. Une catapulte peut étendre un adversaire raide mort aussi bien qu'un faisceau énergétique, répliqua Race. Mais il y a les glisseurs, les projectiles, toute la puissance et toute l'intelligence des sas bleus. Ils nous annihileront et raseront Péra, qui ne sera plus qu'un cratère. Jusqu'à présent, objecta Tostig, le vieux nomade. Nous ne les avons que trop bien servis, à trop bon marché. Pourquoi renonceraient-ils à nous exploiter? Rien que pour faire un geste théâtral? Parce que c'est le style des sas bleus. Tostig secoua la tête. Celui des vieux sages, peut-être, mais pas des bleus. Ils préféreront nous assiéger, nous affamer. Ensuite, ils prendront les chefs et les emmèneront à Dadish pour les châtier. C'est raisonnable, approuva Anacho. Mais peut-on attendre que les Chash bleus eux-mêmes aient un comportement raisonnable? Les Chash sont tous à moitié fous. Aussi devons-nous les égaler et leur rendre caprice pour caprice, conclut Race. Brintégo le gris renifla. De caprice. C'est le seul domaine où nous sommes capables de rivaliser avec les bleus. La discussion se poursuivit. Les propositions succédèrent aux contre-propositions, et finalement, on parvint tant bien que mal à un accord. Des messagers furent chargés de convoquer la population. En dépit de leurs protestations et de leurs gémissements, les femmes, les enfants, les vieillards et tous ceux qui ne se montraient pas coopératifs furent entassés à bord des chariots et conduits en pleine nuit jusqu'à une gorge sinistre, à une trentaine de kilomètres au sud, pour y installer un camp provisoire. On rassembla ensuite les miliciens en armes, et ils se dirigèrent vers la trouée de Belbal, à travers la nuit. Race, Traz et Anacho demeurèrent à Péra. Les cages où étaient enfermés les Chash verts, dissimulés sous des étoffes, avaient été chargées à bord du glisseur. Quand le jour se leva, Anacho s'installa aux commandes, et l'engin décolla en direction du nord-est. C'était vers le nord-est que les Chash verts étaient tournés. Au bout d'une soixantaine de kilomètres, Traz, qui surveillait les captifs, l'œil collé à un petit trou, s'exclama. « Ils se tournent vers l'ouest !» Anacho modifia le cap en conséquence, et quelques instants plus tard, on découvrit un camp de vers, au milieu de la verdure, près d'un marais. « Ne t'en approche pas trop, » dit Race à l'homme d'Irdir. « L'essentiel est de savoir qu'ils sont là. Maintenant, il faut regagner la trouée de Belbal. » L'aéroglisseur vira et fonça plein sud. Il passa en rase-motte au-dessus des falaises qui faisaient face à l'océan Shanizad. Après avoir survolé la brèche, il se posa sur une plateforme dominante à la fois Dadish et Péra. 2 heures s'écoulèrent. L'énervement gagnait Race. Son plan s'appuyait sur une hypothèse et un postulat rationnel. Les Chash étaient de notoriété publique une race capricieuse. Il éprouva un vif soulagement en voyant soudain une interminable colonne sortir de Dadish. Il prit son sondoscope. Le convoi était composé d'une centaine de chars bourrés de Chash bleus et d'hommes Chash. Un nombre égal de véhicules était chargé d'armes et de caisses de matériel. « Cette fois, ils nous prennent au sérieux, » dit Race. Il examina le ciel. Il n'y a pas de glisseur en vue. Selon toute vraisemblance, ils enverront un appareil de reconnaissance au tout dernier moment. L'instant est venu d'agir. D'ici une demi-heure, ils atteindront Belbal. Le glisseur prit son essor et se posa dans la steppe à quelques kilomètres au sud de la route.
on débarqua les cages que l'on dévoila. Les monstrueux guerriers verts se précipitèrent pour contempler le paysage. Reis déverrouilla la porte des cages et remonta à bord du glisseur, qu'Anacho fit s'envoler immédiatement. Les sages verts se ruèrent à l'extérieur, en poussant des cris de victoire assourdissants. S'immobilisant, tels des géants, leurs yeux métalliques roulant dans leurs orbites, ils levèrent la tête vers l'appareil en agitant les bras dans un geste de haine, puis se mirent à galoper vers le nord de l'allure saccadée de leurs semblables. Le convoi de Dadish atteignit la trouée de Belbal. Les sages verts s'arrêtèrent net, stupéfaits. Puis, toujours aussi cahotants, ils allèrent se cacher dans un bouquet d'ajoncs, où ils étaient presque invisibles. Le convoi poursuivait sa marche. Il s'étendait maintenant sur près d'1,5 kilomètre. Après avoir survolé un ravin obscur, le glisseur se posa. Reis scruta le ciel vide. Puis il se tourna vers l'est. Les sages verts, tapis dans les ajoncs, étaient indiscernables. La colonne venue de Dadish était une noire et menaçante chenille qui rampait vers les ruines de Pera. Le camp des sages verts se trouvait à quelques 60 kilomètres de là. « Nous avons fait ce que nous avons pu », dit Reis. « Maintenant, il faut attendre. » Les sages bleus approchaient maintenant de Pera. Comme précédemment, la colonne se fragmenta en 4 détachements qui encerclèrent les ruines abandonnées. Les tubes à énergie furent pointés sur d'éventuels points d'appui suspects, et couverts par cette artillerie, les éclaireurs chargèrent au pas de course. Ils atteignirent les premières ruines constituées par un amoncellement de blocs de béton. Comme il n'y eut pas de réaction, ils s'arrêtèrent pour se regrouper et sélectionner de nouveaux objectifs. Une demi-heure se passa. Les éclaireurs sortirent de la ville en poussant devant eux ceux des habitants qui, par esprit d'opposition ou tout simplement par veulerie, avaient préféré rester à Pera. À leur interrogatoire, qui dura une quinzaine de minutes, suivit une période d'indécision. Les chefs bleus tinrent conseil. Manifestement, l'abandon de la ville n'avait pas été prévu et cela constituait pour eux un dilemme qui les décontenançait. Les 4 compagnies d'intervention rejoignirent le gros des forces et la colonne reprit le chemin de Dadish, lugubre et perplexe. Reis surveillait le nord-est. Si la théorie d'une communication télépathique chez les sages verts était juste, et si les verts vouaient vraiment aux bleus la haine furieuse que l'on prétendait, il n'allait pas tarder à entrer en scène. Mais la steppe était vide, et rien ne s'y mouvait. Les guerriers bleus faisaient retraite vers Belbal. Des ajoncs d'un vert sombre, des taillis d'arbres tardifs, des bosquets d'herbes à pèlerins, surgit de nulle part, jaillit une horde de sages verts. Reis ne comprenait pas comment un si grand nombre de guerriers, chevauchant de gigantesques chevaux sauteurs, avaient pu ainsi s'approcher sans se faire remarquer. Brandissant des arcs de 10 pieds et des épées, les verts se jetèrent sur le convoi. Les sages bleus n'eurent pas le temps de pointer leurs canons lourds. Ce fut un carnage. Reis, le cœur soulevé, fit demi-tour et remonta à bord du glisseur. « Rejoignons les nôtres, de l'autre côté des montagnes », ordonna-t-il. L'engin rallia la milice au point de rendez-vous, un ravin situé à moins d'1 kilomètre au sud de la trouée de Belbal, et les guerriers descendirent la colline en se tenant sous le couvert des arbres et des broussailles. Reis, qui était resté à bord, fouillait le ciel avec son sondoscope, redoutant les reconnaissances aériennes des sages bleus. Soudain, une vingtaine de glisseurs, décollant de Dadish, s'éloignèrent à toute vitesse vers l'est, sans doute pour apporter des renforts à la colonie investie. Quand ils eurent disparu derrière Belbal, Reis pointa son sondoscope sur la ville. Il distingua des uniformes blancs sous les remparts. « Allons-y », dit-il à Anacho. « C'est le moment ou jamais. » Le glisseur fila en direction de la poterne principale. Les gardes l'observèrent avec perplexité en tordant le cou. Se raidissant contre lui-même, Reis actionna la commande du gicle-sable de proue. La brèche était ouverte, et la milice de Pera se répandit dans la ville. Reis sauta à terre et chargea 2 sections de s'emparer du dépôt des glisseurs. Une autre fut affectée à la garde de la poterne, avec la plus grande partie des gicles-sable et des engins à énergie. 2 détachements reçurent l'ordre d'occuper la cité et de la quadriller. Ces dernières unités, dont les combattants étaient aussi féroces et impitoyables que tous les naturels de Chai, se répandirent dans les avenues à demi désertes, abattant les sages bleus, les hommes chaches et les femmes chaches qui faisaient mine de résister. Bientôt, rien ne demeura plus que l'esprit de discipline qui leur avait été inculqué depuis 2 jours.
La rancune accumulée pendant 1000 générations explosait en une orgie de sang et de massacre. Reyes gagna le centre technique en compagnie d'Anacho, de Traz et d'une demi-douzaine d'autres. Le bâtiment, dont les portes étaient closes, paraissait vide. Le glisseur se posa près de l'entrée du milieu. Les gicles-sable eurent raison des portails, et Reyes, incapable de dominer son anxiété, se précipita au pas de charge à l'intérieur du centre. Il reconnut tout de suite la silhouette familière de la vedette spatiale, et s'en approcha, la gorge nouée et le cœur battant. La coque était béante. Les moteurs, les accumulateurs, le convertisseur, tout avait été démonté. La nef n'était plus qu'une carcasse vide. L'espoir de la retrouver à peu près en ordre de marche avait été un rêve impossible. Reyes ne s'était pas fait d'illusions. Pourtant, un optimisme irrationnel avait continué de vivre en lui. À présent, cet optimisme était réduit à néant, de même que son espérance de pouvoir regagner la Terre. La vedette était étripée. Les propulseurs avaient été enlevés. Le réservoir avait été ouvert. Le délicat équilibre de l'engin était rompu. Reyes se rendit compte qu'Anacho était à côté de lui. « Ceci n'est pas un astronef des Chaches Bleues, » dit pensivement l'homme d'Irdir. « Ce n'est non plus ni un vaisseau d'Irdir, ni un vaisseau Wank. » Reyes, l'esprit vidé, se laissa choir sur un banc. En effet. « Il a été construit avec une grande adresse, » poursuivit rêveusement Anacho. « Son dessin est raffiné. Où a-t-il été fabriqué ?»« Sur la Terre. » « La Terre ?» La planète des hommes. Anacho se détourna. Son visage d'arlequin, surmonté d'un crâne chauve, était convulsé et tendu. Les axiomes de base de son existence se désagrégeaient. « Voilà un concept intéressant, » murmura-t-il par-dessus son épaule. Reyes contempla sombrement la vedette éventrée. Mais le spectacle n'avait rien de très passionnant. Il se résigna à sortir, et on lui remit un message du détachement de garde à la poterne. Des rescapés de l'expédition avaient été repérés dans la montagne, en assez grand nombre pour que l'on puisse en déduire qu'ils avaient finalement eu raison des Chaches verts. Les sections qui avaient eu pour instruction de patrouiller dans la ville n'en faisaient qu'à leur tête, et il était impossible de les rappeler. 2 détachements tenaient le terrain d'atterrissage. Une seule compagnie, un peu plus d'une centaine d'hommes, restait de faction à la poterne. On prépara une embuscade. On fit en sorte que, aux alentours de la poterne, tout eut l'air normal. 3 miliciens déguisés en hommes chaches furent mis en faction au portillon. Les survivants apparurent. Ne remarquant rien de suspect, ils passèrent la poterne. Alors les gicles-sable et les faisceaux d'énergie entrèrent en action. De la colonne carbonisée, il ne resta plus que quelques guerriers trop horrifiés pour opposer une quelconque résistance. Les uns se ruèrent en titubant en direction de la zone verte, poursuivis par des hommes en tenue blanche qui poussaient des hurlements. Certains, hébétés, se serraient les uns contre les autres, attendant passivement d'être massacrés. Les forces aériennes eurent plus de veine. À la vue de cette débâcle, les glisseurs reprirent de l'altitude. Les miliciens, peu familiarisés avec l'artillerie des Chaches Bleues, firent de leur mieux. Ils abattirent 4 appareils, moins par leur adresse que par un coup de chance. Pendant 5 minutes encore, les engins volants affolés tournèrent en rond. Puis ils mirent le cap au sud, vers Saaba, Kémé et Hodj. Des tirs sporadiques se poursuivirent encore tout au long de l'après-midi, éclatant chaque fois que la milice de Pera rencontrait des Chaches Bleues manifestant l'intention de se défendre. Tous les autres, vieillards, femmes et nouveau-nés, furent passés par les armes. Reyes intercéda pour sauver la vie des hommes chaches et des femmes chaches, et il eut gain de cause, sauf lorsque ses protégés portaient l'uniforme gris et pourpre de la sécurité. Les gardes partagèrent le sort de leur maître. Les hommes chaches survivants se débarrassèrent de leurs crânes postiches et s'assemblèrent en une morne foule dans l'avenue principale. Au crépuscule, la milice, saoule de meurtre, alourdie de butin et peu désireuse de patrouiller dans la ville une fois la nuit tombée, se regroupa près de la poterne. On alluma des feux, on fit cuire le dîner, et l'on mangea. Reyes, prenant en pitié les malheureux hommes chaches dont l'univers s'était brutalement effondré,
s'approcha de leur groupe démoralisé. Les femmes pleuraient leur mort à voix basse. « Que comptez-vous faire de nous » demanda d'une voix querelleuse un personnage noueux. « Rien, » répondit Reiss. « Nous avons exterminé les Chaches Bleues parce qu'ils nous avaient attaqués. Vous êtes des hommes. Tant que vous ne nous ferez pas de mal, vous n'aurez rien à craindre de nous. »« Vous avez tué beaucoup d'entre nous » gronda l'homme chache. « Parce que vous avez choisi de combattre les hommes avec les chaches, ce qui est contraire à la nature. »« Qu'est-ce qui est contraire à la nature ?» fit l'autre avec colère. « Nous sommes des hommes chaches, le premier stade d'un grand cycle. » C'est complètement absurde. Vous n'êtes plus des chaches. Vous n'êtes pas plus des chaches que l'homme Dirdir, ici présent, n'est un Dirdir. Vous, comme lui, vous êtes des hommes. Les chaches et les Dirdir vous ont réduit en esclavage, vous ont exploité. Il est grand temps pour vous de connaître la vérité. Les gémissements des femmes chaches s'étaient tus. Les hommes chaches tournaient leur visage hagard vers Reiss. « En ce qui me concerne, » enchaîna ce dernier, « vous pouvez vivre ici comme bon vous semble. La cité de Dadish est à vous, aussi longtemps que les Chaches Bleues n'y reviendront pas. » Que veux-tu dire exactement ? demanda son interlocuteur d'une voix qui tremblait. Exactement ce que j'ai dit. Demain, nous repartirons pour Pera. Dadish vous appartient. Tout cela est bel et bon, mais supposons que les Chaches Bleues reviennent de Sahaba, de Tkemé, de Zizodre. Ce qui serait certainement le cas. Eh bien, tuez-les, chassez-les. Dadish est désormais une ville qui appartient aux hommes. Et si vous ne me croyez pas quand je vous dis que les Chaches Bleues vous ont trompé, allez faire un tour dans les maisons des morts, sous les remparts. Ils vous racontaient que vous étiez des larves, que leurs enfants naissaient dans votre cervelle. Allez donc examiner la cervelle des cadavres des hommes chaches. Vous ne trouverez pas de bébés, rien que des cervelles d'hommes. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous regagniez vos demeures. Une seule chose est proscrite, les crânes postiches. Je vous interdis de les remettre. Si vous passez outre, nous ne vous considérerons plus comme des hommes, mais comme des Chaches Bleues, et vous serez traités en conséquence. » Sur ces mots, Reiss regagna le camp. Avec hésitation, comme s'il ne parvenait pas à croire les propos du terrien, ceux qui avaient été des hommes chaches se dispersèrent dans l'ombre et rentrèrent chez eux. « Je t'ai écouté, » dit Anacho à Reiss. « Tu ne connais rien des Dirdir, ni des hommes Dirdir. Même si tes théories étaient justes, nous resterions encore des hommes Dirdir. Nous savons reconnaître l'excellence et la suprématie. Nous aspirons à suivre les traces de l'ineffable, ce qui est un idéal irréalisable puisque l'ombre ne pourra jamais surpasser l'éclat du soleil, que les hommes ne pourront jamais transcender les Dirdir. Pour un garçon intelligent, tu es d'un entêtement rare, et tu manques terriblement d'imagination. Je suis sûr que tu confesseras un jour ton erreur. En attendant, crois donc ce que tu as envie de croire. Chapitre 13. Le camp s'éveilla avant l'aube. Les chariots remplis de butin s'ébranlèrent vers l'ouest, masse noire se détachant sur le ciel sombre. À Dadish, les hommes chaches qui, sans leur crâne postiche, ressemblaient à des gnomes chauves, ramassèrent les cadavres et les déposèrent dans une fosse profonde où ils les brûlèrent. On avait retrouvé une vingtaine de Chaches Bleues cachées. Comme la soif de sang des gens de Pera était étanchée, on les avait enfermés dans un enclos d'où ils observaient d'un air abasourdi les allées et venues des hommes. Reiss craignait une contre-attaque des Chaches Bleues en provenance des villes du sud. Mais Anacho ne prenait pas cette éventualité au sérieux. « Ils n'ont pas assez de cran pour se battre. Ils tiennent les cités Dirdir sous la menace de leur torpille, mais seulement pour éviter la guerre. Ils ne les provoquent jamais. Vivre dans leur jardin leur suffit amplement. Peut-être enverront-ils des hommes chaches nous harceler, mais je ne pense pas qu'ils agissent si nous ne les menaçons pas directement. » Peut-être. Reiss alla délivrer les Chaches Bleues. Allez dans les cités du sud et faites savoir à vos congénères de Sahaba et de Kémé que s'ils nous importunent, nous les anéantirons. « C'est une longue route, » protestèrent les Bleus d'une voix grinçante. « Faut-il la faire à pied ? Donnez-nous un glisseur. » « Vous marcherez. Nous ne vous devons rien. » Les Chaches Bleues partirent.
N'étant pas totalement persuadé que les Bleus ne chercheraient pas à se venger, Reis fit armer les 9 glisseurs saisis dans le dépôt de Dadish, et les appareils furent dissimulés dans les collines. Le lendemain, il visita la ville, l'esprit plus en repos, en compagnie de Traz, d'Anacho et de Derl. Au centre technique, il examina encore une fois la vedette, avec le vague espoir qu'il serait possible de la remettre en état. Si je pouvais me servir de cet atelier, et si je disposais d'une 20aine de spécialistes, je pourrais fabriquer un nouveau propulseur. Il serait peut-être plus pratique d'essayer d'adapter un moteur Shash, mais il y aurait alors des problèmes de contrôle. Mieux vaudrait construire de toutes pièces une nouvelle nef. Derl contempla le vaisseau silencieux, en fronçant les sourcils. « Es-tu donc tellement pressé de quitter Chai? Tu n'as pas encore visité Kat. Peut-être souhaiteras-tu ne jamais repartir quand tu l'auras vu? » C'est possible. Mais tu n'as jamais visité la Terre, toi non plus. Peut-être ne voudrais-tu plus jamais retourner sur Chai. Ce doit être un monde très curieux, fit la fleur de Kat, d'une voix rêveuse. Les femmes de la Terre sont-elles belles? Quelques-unes. Reis prit la main de Derl. Il y a aussi des filles ravissantes sur Chai. L'une d'elles s'appelle, et il lui murmura un nom à l'oreille. La jeune fille rougit et posa sa main sur la bouche de Reis. Les autres pourraient entendre. 4e couverture du tome 2 du cycle de Chai, le Wonk. Adam Reis, abandonné sur l'hostile planète Chai, a accepté de conduire l'expédition qui doit ramener de l'autre côté du continent la princesse Ilan Ilan. Elle était retenue prisonnière, loin de son pays natal, celui des hommes Wonk. Reis sait que ce peuple est technologiquement avancé, et il espère obtenir un vaisseau en gage de reconnaissance. Rien n'est facile au cours de ce voyage. Adam doit affronter des nomades et des peuplades des steppes, qui risquent à chaque instant de le voler, de le massacrer ou de le réduire en esclavage. Mais surtout, il s'aperçoit bientôt qu'il est un spécimen humain très recherché par les différentes races qui peuplent Chai.